Antonietta Bernardoni. Cyclostyle à voix haute. Note introductive. Le texte suivant est une transcription fidèle et vérifiée de l'un des nombreux manuscrits polycopiés initialement distribués par le docteur Antonietta Bernardoni dans les années 1970 et 1980 dans le cadre de son travail médical et politique lié à la santé mentale. Par respect pour la confidentialité, privacy, certaines données personnelles ont été partiellement expurgées tout en préservant l'intégrité du document historique. La lecture est effectuée numériquement. Programme européen des Nations Unies pour le développement social. Séminaire européen sur action sociale et sûreté dans le développement des zones émargées. Marbella, Estepona, Espagne, 6-10 octobre 1974. Titre: Toute la population doit être protagoniste des activités pour la sûreté sociale dans les zones émargées. Auteur: Antonietta Bernardoni. Relation tenue par l'avocat Eugenio Aimé, expert national pour les problèmes de l'assistance et la sûreté sociale. Modène, Italie. Le programme de notre séminaire met en rapport la conception de sûreté sociale avec celle d'action sociale. On veut ainsi, à mon avis, souligner le fait que la sûreté sociale doit être organisée et administrée au niveau social. Chacun de nous doit se faire promoteur de la sûreté sociale qu'on ne peut pas déléguer, comme on fait souvent au contraire dans les zones d'un haut niveau de développement technologique, à l'initiative de quelques-uns qui jugent pouvoir se qualifier comme des techniciens dans un domaine où chacun doit être protagoniste. La réalisation de la dignité et du développement libre de la personnalité de chaque individu, souhaité par l'article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, est possible seulement par la présupposition que chacun, dans sa qualité de protagoniste, a la responsabilité d'établir, gérer, approfondir des rapports corrects avec l'humanité qui nous entoure. Seulement à travers des rapports politiques et sociaux vifs et profonds, chacun peut se transformer en protagoniste de procédés de libération des difficultés où il se trouve enfoncé. Celui qui ne peut ou ne sait gérer de personne, l'aide qui lui est offerte ne sera pas aidé, mais sera au contraire colonisé. En fait, l'aide qui est donnée quand le rapport de pouvoir est inégal, quand il n'existe pas une réciprocité réelle et manifeste, risque de se transformer dans un rapport de colonisation où le colonisateur empêche le développement du colonisé auquel il doit fournir des solutions déjà préparées, des produits achevés et d'un haut niveau technologique que le colonisé ne devra jamais être à même de produire pour son propre compte puisque de cette façon, il mettrait en danger la véritable existence des procédés de colonisation et du colonisateur lui-même. Protagoniste de sa propre libération peut être exclusivement le sujet en difficulté. L'aide est réelle seulement s'il est géré de personnes, soit qu'il s'agit d'une personne en particulier, soit qu'il s'agit d'une collectivité dont il augmente la force et les capacités, autrement il s'agit de l'aide du colonisateur. Ce danger peut être évité seulement dans les situations où il est bien évident que l'aide est réciproque. En outre, il faut procéder de façon que d'autres forces, possiblement sous indication du protagoniste, soient au plus tôt entraînées dans le procédé de libération. Une expérience d'entraide qui a amorcé les procédés de libération et de développement personnels et collectifs a été réalisée d'une façon concrète grâce à une liaison très suivie entre un quartier urbain de Modène et une commune de la basse plaine du Pô. Il s'agit d'une liaison concrète et durable entre un quartier d'une ville industrielle de l'Italie du Nord et un village émargé et presque dépeuplé. L'initiative a été prise sous la poussée de recherches scientifiques qui ont démontré en outre que le prétendu malade mental peut récupérer sa santé et reprendre sa place de travail et de lutte quand une collectivité sait lui donner son aide sur un niveau de parité.
À ce sujet, nous croyons que ceux qui ont voulu ou dû rester dans les zones rurales émargées doivent être favorisés non seulement comme l'on peut lire dans la note informative à notre séminaire, mais aussi en créant les conditions où les rencontres humaines peuvent devenir plus fréquentes, plus profondes, plus significatives. D'autre part, il est aussi nécessaire d'observer que beaucoup de zones urbaines, bien qu'elles soient industrialisées et densément peuplées, peuvent présenter une profonde carence de rapports humains, puisque si dans ces zones il y a beaucoup d'occasions où les hommes se rencontrent, rares ce sont les occasions où ils peuvent réellement communiquer entre eux. Les habitants de ce quartier et de cette commune ont choisi de renouveler radicalement, à travers des procédés de critique et d'autocritique, et à travers l'analyse concrète de situations concrètes, les rapports humains dans le village. Instruments de cette activité sont essentiellement l'assemblée populaire qui a lieu une fois par semaine et le jumelage avec le populeux quartier qui fait partie d'une zone urbaine industrialisée et densément peuplée de la ville. Le quartier avait commencé depuis quelque temps une activité d'intervention et recherche visant à renforcer les rapports humains entre concitoyens à travers un travail collectif visant à faire ressortir les hommes concrets avec leurs besoins, avec leurs énergies renfermées par toute une série de procédés et de distorsions dues aux actuels rapports de production. Nous croyons donc qu'il pourrait être tiré intéressant pour des observateurs des Nations Unies de suivre de près ces expériences d'un tout nouveau type, non seulement parce qu'il s'agit d'une tentative d'un rapport organique et complémentaire entre une collectivité urbaine et une collectivité rurale, un rapport parmi des gens qui vivent une vie quotidienne tellement différente, mais aussi et surtout parce que dans le cadre de cette expérience va se concrétiser la démonstration que des gens considérés jusqu'ici malades mentales sont en train de récupérer rapidement la capacité d'administrer leur vie et de se rattacher d'une façon satisfaisante au monde environnant grâce à l'intérêt de la collectivité et à une participation active dans leur situation sociale. En résumant, c'est notre intention de tirer l'attention surtout sur les points suivants. 1. La vigoureuse politique de développement à travers l'industrialisation, dont on parle dans la note de renseignement au séminaire, doit être programmée et gérée par les populations intéressées. 2. La programmation collective d'activités de grande haleine demande des rencontres fréquentes, périodiques et, selon le programme, ouvertes à tous les habitants de la zone. 3. Le but de ces rencontres ne doit pas être représenté seulement par la programmation pour le développement de l'industrialisation, de l'agriculture, du tourisme, etc., mais il doit avoir aussi comme but la tenace aux patientes reconstruction de ce tissu social que l'actuelle organisation du travail va continuellement morceler, de manière que l'individu se trouve souvent incapable de surmonter ses problèmes, ne possédant pas les instruments collectifs pour résoudre des difficultés qui ont des causes sociales. 4. L'action de mobilisation autour de problèmes des zones émargées ne doit pas intéresser seulement les habitants des zones, mais doit aussi impliquer la population de zones urbaines industrialisées et densément peuplées de la ville. 5. L'expérience du collectif de recherche et d'intervention Rapports humains du quartier a démontré publiquement, par les faits, qu'un examen critique et autocritique de situations micro- et macro-sociales où se trouvent plongés ceux qui participent au collectif même cause non seulement une concrète valorisation de la personnalité de chacun et une plus grande capacité à résoudre les problèmes personnels, familiaux et sociaux, mais il leur permet de faire face aussi et surtout aux problèmes de ce qu'on appelle la maladie mentale. 6. La liaison suivie entre le quartier urbain industrialisé et la zone rurale émargée de la communauté de la plaine du Pô a démontré que l'introduction de forces extérieures peut permettre la solution de conflits existants depuis quelques dizaines d'années et peut graduellement se charger, sans aucune intervention de techniciens des rapports humains, de situations auparavant définies de ressorts psychiatriques, mais qui peuvent aujourd'hui être résolues lorsque les structures ne suffoquent pas la créativité populaire. Alors, nous avons ici une intervention très intéressante présentée au Séminaire européen des Nations Unies sur action sociale et sûreté à Marbella en 1974. Elle a été tenue l'expert italien Eugenio M., mais le texte émane du collectif d'Antonietta Bernardoni. La thèse centrale est audacieuse dès le départ.
Oui, il relie directement les concepts de sûreté sociale et d'action sociale. L'idée forte, c'est que la sécurité sociale ne doit pas être déléguée à des techniciens, mais doit être organisée au niveau social, avec chacun comme protagoniste. C'est un renversement complet de la logique d'assistance. Exactement. Il cite même l'article 22 de la Déclaration des droits de l'homme sur le libre développement de la personnalité. Pour y parvenir, il faut que chacun soit responsable d'établir des rapports corrects avec les autres. La libération des difficultés ne peut venir que de rapports politiques et sociaux vifs et profonds. Sinon, le risque est grand. Le risque de colonisation, c'est un terme fort. L'aide, lorsqu'elle est donnée dans un rapport de pouvoir inégal, sans réciprocité réelle, se transforme en rapport colonial. Le colonisateur fournit des solutions toutes faites, empêchant le colonisé de développer ses propres capacités, pour ne pas mettre en danger le processus de colonisation lui-même. C'est une critique radicale de l'aide sociale traditionnelle et du développement technocratique. Le vrai protagoniste ne peut être que la personne ou la collectivité en difficulté. L'aide n'est réelle que si elle est gérée par la personne concernée, augmentant sa force. Autrement, c'est l'aide du colonisateur. Et comment éviter ce piège? Le texte est clair, en s'assurant que l'aide est réciproque et en entraînant d'autres forces, possiblement sur indication du protagoniste lui-même, dans le processus de libération. Ensuite, le texte présente une expérience concrète, un jumelage entre un quartier urbain de Modène et un village marginalisé de la plaine du Pô. Cette liaison est présentée comme l'instrument d'une transformation. L'objectif de ce jumelage est renouveler radicalement les rapports humains dans le village, à travers l'assemblée populaire hebdomadaire, la critique, l'autocritique et l'analyse concrète de situations concrètes. Le quartier urbain avait déjà commencé un travail pour renforcer les rapports humains entre concitoyens. Et voici le lien avec la santé mentale qui nous ramène aux thèses de Bernardoni. Le texte affirme que des recherches scientifiques ont démontré que le prétendu malade mental peut récupérer sa santé et reprendre sa place dans le travail et la lutte sociale quand une collectivité lui apporte son aide sur un niveau de parité. C'est fondamental. La guérison ne vient pas d'un traitement technique isolé, mais de la réintégration dans un tissu social vivant et égalitaire. Le texte invite d'ailleurs les observateurs de l'ONU à suivre cette expérience, justement parce qu'elle démontre concrètement que des gens considérés comme malades mentaux récupèrent la capacité d'administrer leur vie. La conclusion résume les points essentiels en 6 thèses. Peut-on les parcourir? Bien sûr. La politique de développement via l'industrialisation doit être programmée et gérée par les populations concernées elles-mêmes. Cette programmation collective nécessite des assemblées fréquentes, périodiques, ouvertes à tous. Le but de ces rencontres n'est pas seulement le développement économique, mais aussi la reconstruction tenace et patiente du tissu social, que l'organisation du travail morcelle. La mobilisation doit impliquer à la fois les habitants des zones marginalisées et ceux des zones urbaines industrialisées. L'expérience du collectif Rapports humains a démontré que l'examen critique des situations sociales permet de valoriser la personnalité et de résoudre les problèmes, y compris ceux de la maladie mentale. Enfin, la liaison urbain-rural a permis de résoudre des conflits anciens et de prendre en charge, sans technicien, des situations autrefois définies comme relevant de la psychiatrie. Le dernier point est un véritable manifeste. Il dit que lorsque les structures n'étouffent pas la créativité populaire, les problèmes qui étaient auparavant confiés à la psychiatrie peuvent trouver une solution dans la communauté elle-même par le renouveau des rapports humains. Oui, on retrouve ici en germe toutes les idées qui seront développées l'année suivante dans le texte sur le rôle de l'infirmier psychiatre. C'est la même philosophie, la libération sociale comme condition de la santé, le refus de la délégation aux experts et la confiance dans la capacité des collectivités à être protagonistes de leur propre changement. Merci de votre écoute. Les sous-titres sont une traduction automatique générée par YouTube. Cet audio polycopié a été produit par Synthèse Vocale. Ce contenu est distribué gratuitement à des fins scientifiques, culturelles et documentaires. Le doublage dans d'autres langues est gratuit et bienvenu. Vous pouvez également découper et coller les images dans un fichier, puis imprimer le cycle style original. Si ce sujet vous intéresse, créez un groupe d'études pratiques et théoriques pour en discuter avec des personnes partageant les mêmes intérêts. Amis, collègues, étudiants, familles ou voisins. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la vidéo d'Antonietta Bernardoni, L'importance du groupe d'études pratiques et théoriques, disponible ici.